Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère RTG Koloban. Comme vous le savez, mesdames téléspectateurs, bon nombre d'élèves et étudiants se posent la question suivante. Comment fonctionne un barrage hydroélectrique de la production à la distribution, c'est-à-dire la transformation de l'énergie potentielle en énergie mécanique? Comment peut-on arroser son potager à l'aide de son téléphone portable, même étant au service? Comment se mettre à l'abri des filous, c'est-à-dire les voleurs, à l'aide d'une alarme électromécanique? Pour répondre à ces questions, c'est pas tout sorcier. Suivez avec les étudiants de l'Institut technique et technologique de Bentroya. Fonctionnement d'un barrage hydroélectrique de la production à la distribution. L'énergie potentielle que possède une quantité d'eau se trouvant à une altitude donnée dépend de la masse de cette quantité d'eau et de la hauteur. L'énergie potentielle d'un système physique est l'énergie liée à une interaction qui a le potentiel de se transformer en d'autres énergies, le plus souvent en énergie cinétique. Cette énergie potentielle sera transformée en énergie cinétique, suivant le théorème de variation de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est transformée par la turbine en énergie mécanique. Nous détenons maintenant l'énergie mécanique sur la turbine et comme l'alternateur est un convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique. Alors on donne à cet alternateur de l'énergie mécanique qui est sur la turbine, d'où l'énergie électrique obtenue à la sortie de l'alternateur ou sur le dynamo. Comme vous l'avez vu, la chute d'eau, à travers cette chute d'eau, nous obtenons une énergie potentielle qui est transformée par la turbine en énergie mécanique. Et nous avons le convertisseur qui est là-bas, qu'on appelle alternateur. Ce convertisseur essaie de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Et après, nous obtenons une tension de 11 volts. Au niveau, après les 11 volts sont élevés par ce transformateur en 30 volts. Pour une raison de transport économique. Et là, nous allons continuer. Donc, on a les 30 volts qui sont transportés au niveau, par ces pylônes jusqu'au niveau de ces sous-stations. Au niveau de ces sous-stations, nous avons la sous-station de Matoto et la sous-station de Kaloum. Au niveau de ces sous-stations, la tension de 30 volts produite par cette centrale est abaissée à 12 volts. Donc il y a une lampe témoin qu'on a placée là-bas pour vous dire vraiment, après cette transformation, il existe une tension au niveau de ces centrales. Et l'importance de la disposition en nappe, c'est d'abord équilibrer notre pylône et aussi c'est d'éviter l'ionisation entre les phases. Et nous avons un fil ici de garde. Ce fil de garde permet ici de protéger notre ligne électrique contre les décharges atmosphériques. Ou bien si vous voulez, comme les décharges atmosphériques ou les coups de foudre directs. Nous avons là les pylônes et nous avons ici notre système à deux types de pylônes. Les pylônes d'arrêt et les pylônes d'angle. Les pylônes d'arrêt, nous avons au nombre de 3. Ces pylônes d'arrêt sont installés au niveau de la centrale et au niveau des sous-stations. Donc, départ Kalita et sous-station Matoto, ainsi de suite, et la sous-station qui est de l'autre côté. On a 3 pylônes d'arrêt et un pylône d'angle. Et le pylône d'angle, il est utilisé pour le changement de direction. Et là, comme vous l'avez vu, notre tension de 30 volts est transportée par ces pylônes triphasés. Et là, nous avons notre pylône d'angle qui nous permet le changement de direction de ces lignes. Et là, nous avons toujours la tension de 30 volts. Et à ce niveau, nous avons la sous-station de Matoto. Comme je vous l'avais dit, ça c'est un pylône d'arrêt. Donc nous avons ici notre sous-station qu'on a dénommée Matoto. Et là, nous avons à ce niveau, les tensions de 30 volts sont abaissées à 12 volts. Donc on a un abaisseur de tension qui est installé là. À titre d'exemple, comme on a dit, la sous-station du Matoto,
et ça continue. Une fois là, la ligne électrique continue, mais toujours les 30 volts. C'est au niveau de cette sous-station qu'on abaisse à 12 volts. Nous avons notre dernière sous-station de Kaloum. Et là, les 30 volts aussi sont abaissés à 12 volts pour la distribution. Regardez la lampe, elle est allumée. Et on va vous dire, vous allez voir, lorsqu'on diminue le débit d'eau, au niveau de ces cuves, il y a la lampe qui va s'affaiblir, la tension de la lampe s'affaiblit. Donc c'est ce qui fait que, vous savez, on aime toujours dire pendant la saison sèche en Guinée, il n'y a pas le courant. Donc il faudra savoir que si vraiment il n'y a pas assez d'eau, s'il n'y a pas assez d'eau, on ne peut pas servir tout le monde. Nous sommes obligés de couper certaines parties et laisser certaines parties. Parce que la tension ou bien la production de l'énergie électrique dépend de ce débit d'eau. Donc c'est un peu ça. Regardez, lorsqu'on diminue le débit, il y a la lampe, la tension de la lampe va diminuer. Et au niveau de la sous-station de Kaloum, on n'aura pas de courant. Parce que comme on peut le rappeler ainsi la loi de l'ENS, la force électromotrice s'oppose toujours à l'effet qu'il a donné naissance. Donc c'est ça qui fait, lorsqu'on ne coupe pas une partie de la distribution, il y a notre alternateur qui pourra vraiment être endommagé. Bien, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter l'explication donnée par notre étudiante par rapport à la puissance de l'énergie, n'est-ce pas? Bien, et vous avez compris aussi pourquoi certains quartiers sont beaucoup plus favoris par rapport aux autres, n'est-ce pas? Et pas souvent, les gens se posent la question, pourquoi il y a le courant en ville et il n'y a pas de courant dans le quartier? Lorsque le débit d'eau diminue, donc la puissance de la centrale diminue. Et quand la puissance diminue, nous sommes obligés de couper certaines parties parce que nous ne sommes plus à la mesure ici de servir tout le monde. Très bien, parce que la puissance doit diminuer, n'est-ce pas? La puissance et vouloir servir tous les quartiers, qu'est-ce que cela pourrait entraîner? Cela peut endommager notre centrale. Donc l'alternateur doit être trop coûteux, n'est-ce pas? Donc il faut essayer de gérer pour ne pas que les équipements tombent en panne. C'est ça qui fait que vraiment les DG coupent certaines parties et laissent d'autres. L'énergie potentielle est égale à quoi? À M, la masse fois G fois la hauteur alors, qui est là, n'est-ce pas? Je veux maintenant que vous, les téléspectateurs, comprennent que l'énergie que possède une quantité d'eau se trouvant à une certaine hauteur, que cette quantité d'eau dépend, que l'énergie dépend de cette quantité d'eau et la hauteur. Alors à travers cette expression, vous allez essayer de nous montrer et comment l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique puis électrique, en passant par la variation de l'énergie cinétique, qui est égale à quoi? Égale à la somme des travaux, de quoi? Très bien, des forces extérieures qui sont là. Alors vous allez démontrer par ça. Pourquoi ça? Ça c'est la formule physique. Vous allez essayer d'illustrer pour que les gens comprennent comment ça c'est lié à la pratique. Le professeur de physique, il va évidemment dire que l'énergie potentielle liée à une quantité d'eau se trouvant à une hauteur h s'écrit EP égale à mgh. Cette énergie-là est conservée sur une hauteur h. Et quand il y a chute, comme vous venez de voir, cette chute-là, quand ça va tomber sur la turbine, eh bien, à partir de cette hauteur-là, l'énergie potentielle de l'eau se transforme d'abord en énergie cinétique. D'après la loi de conservation de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux effectués par les forces extérieures. Alors, l'impact sur ces pales-là se transforme en énergie mécanique qui met en rotation cette turbine-là. Cette énergie mécanique-là, comme les alternateurs et les dynamos sont les convertisseurs d'énergie mécanique en énergie électrique, eh bien l'énergie mécanique en rotation sur cette turbine-là est
donné à l'alternateur. Et l'alternateur étant un convertisseur, il transforme cette énergie mécanique-là en énergie électrique. Donc, en hauteur ici, c'est l'énergie potentielle. Arrivé ici, c'est l'énergie cinétique qui se transforme en énergie mécanique. Et cette énergie mécanique-là, donnée à l'alternateur, qui est un convertisseur, transforme l'énergie mécanique maintenant en énergie électrique, qui est transportée maintenant sur une ligne et distribuée aux ayants droit. Vous savez que cette formule, elle est très bien expliquée. Mais il y a une surface qui est couverte, n'est-ce pas? Alors, à partir des flous maintenant, c'est-à-dire quand on parle de l'alternateur, il faut parler de flou. Et pourquoi cette formule empirique? Pour dire qu'on prend l'intégrale double surfacique de quoi? De l'induction 1 fois N fois D de S. Pourquoi ça? Ça se passe dans l'alternateur, monsieur Magas. Oui. Alors, quand une bobine se trouve dans un champ magnétique, elle reçoit ce qu'on appelle flux magnétique. Ce flux magnétique, c'est l'ensemble des lignes d'induction magnétique. Si on a un champ magnétique de vecteur induction B, ces lignes d'induction là traversent la surface, une surface traversée. Dès que cette surface là varie par un mouvement quelconque de cette bobine là, le nombre de flux qui traversent cette surface là aussi varie. Cette variation de flux là, c'est ce qui entraîne une différence de potentiel aux bornes de cette bobine là AB. Donc il faut d'abord connaître la quantité de flux à travers cette surface là. Cette quantité de flux à travers cette surface se calcule à partir de l'intégrale que vous venez d'écrire. Flux égale à la somme de nombre de flux à travers une surface S. Mais ici vous avez pris un élément de surface DS. Bien entendu, il faut prendre d'abord l'élément de surface ici DS. Quand vous connaissez la loi qui traduit le nombre de flux à travers cette surface-là, vous pouvez dans ce cas calculer toute la somme. En effet, l'intégrale, ça veut dire somme. Celui qui fait même 1 plus 2 égale 3 à faire l'intégration. C'est juste une somme. Donc quand vous finissez de calculer cette somme-là, la variation de cette somme-là, variation delta phi par rapport au temps, c'est ce qui donne la différence de potentiel aux bornes de cette bobine-là. C'est très bien expliqué, chers téléspectateurs. Vous avez compris la première phase. Nous allons entamer la deuxième phase. Consiste à faire quoi? C'est comment arroser son potager à l'aide de son téléphone portatif, même étant au service. Alors, chers téléspectateurs, vous qui me regardez, vous allez utiliser cette technique au bureau. Suivez-moi. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication TIC, comment peut-on arroser son potager à l'aide de son téléphone portable, même étant dans un bureau? Les réseaux téléphoniques étant partout en Guinée, il est bel et bien possible de s'en servir utilement, surtout dans le domaine de l'agriculture. En effet, nous pouvons arroser un potager à l'aide de son téléphone portable, même étant à Koya, alors que le potager se trouve à Tabouna ou à Nzerekouré. Il suffit de composer le numéro sur lequel le dispositif technique est connecté pour déclencher l'électrovanne et arroser par exemple un potager ou un champ de maïs, quel que soit le lieu. Ce principe est basé sur l'usage des bascules LM555 et des électrovannes. Les étudiants apprennent théoriquement les circuits électroniques. Ces circuits électroniques-là sont étudiés. À titre d'exemple, ils étudient les bascules, astables, bistables, monostables. Théoriquement, ils l'ont vu. Mais nous apprenons à l'étudiant comment utiliser cette théorie-là pour faire une application. Un des exemples de cette application-là est là. On a appris à l'étudiant comment on peut arroser son potager à distance. Même si on est à Conakry, son potager se trouve à Nzerekouré. Ce dispositif-là permet, à l'aide de son téléphone portable, d'arroser à distance. Donc les étudiants de Gamal qui sont perfectionnés ici, tels que ce monsieur-là, Gaston, a réussi à faire un dispositif comme ça. J'ai réussi à faire un dispositif
qui me permet d'arroser mon potager à distance. Bon, ça m'a animé. Qu'est-ce qui m'a animé au juste de faire ça? C'est la campagne du président parlant de l'autosuffisance alimentaire. J'ai dit qu'on peut faire un potager, arroser même à distance, même si on n'a pas le temps. Si on est dans l'administration, se lever le matin, aller, même à partir du bureau, on peut arroser. Maintenant là, sur mon dispositif, moi j'ai pris un débit par rapport à ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon dispositif, j'ai vu que dans mon jardin, il peut arroser mon jardin que 3 minutes. Si ça dépasse les 3 minutes, la terre sera boueuse. Donc j'ai utilisé 3 minutes. On peut faire au-delà et on peut faire en deçà. Maintenant, comment j'ai fait? J'ai utilisé les composants électroniques, j'ai mis les circuits intégrés et j'ai programmé. En ce moment, si j'essaie de déclencher mon circuit, il va s'alimenter. Et quand il s'alimente, là, c'est un électrovanne. Il va ouvrir l'électrovanne. D'habitude, dans nos maisons, à la maison, avec nos pompes, nous n'avons pas d'électrovanne. Mais plutôt, nous tournons la pompe pour ouvrir. Ça, c'est mécanique. Mais là, c'est automatique. C'est électronique. Donc, dès que je déclenche mon circuit, il va ouvrir l'électrovanne qui va laisser l'eau passer. Et quand il laisse l'eau passer, pendant le nombre de temps que je l'ai programmé, arrivé à ce nombre de temps, il va s'arrêter. Que je sois à côté ou pas, il va s'arrêter. Pour cela, je vais vous donner le numéro que je vais utiliser. On peut faire à porte ouverte, mais si on fait à porte ouverte, n'importe qui d'autre peut déclencher votre système à votre insu. Donc on donne un numéro unique à une seule personne. Le propriétaire a le numéro, on donne le numéro. Pour aujourd'hui, je vais vous donner le numéro que j'ai utilisé. Vous allez appeler vous-même, voir exactement comment ça va se passer. 626 Oui. 41 41 43 43 06. 06. Donc, je vous donne l'honneur oui, d'appeler mon circuit, oui, de demander à mon circuit de se déclencher. Alors, vous voyez, je viens de prendre le numéro et je vais appeler sur ce numéro et à travers ça... Mettez le haut-parleur pour que si ça sonne, que les gens sachent que ça sonne. Très bien. Monsieur, vous qui me regardez, regardez comment les choses vont se passer. Oh, c'est ingénieux. Chers étudiants, à travers leur téléphone, on a déclenché une pompe pour arroser notre potager, même étant au service. Moi, je suis comme ça à Yukunkun et j'appelle à partir de l'abbé. Je vois que mon potager, ça arrose. Ça, c'est bien. Félicitations. Applaudissez pour ces jeunes. Souvent, nous sommes victimes de vols dans nos maisons et boutiques, etc. Pour y remédier, les étudiants de ITT du 23A ont mis au point un dispositif technique permettant d'annoncer la présence d'un corps étranger en émettant des signaux d'alarme sonore. Ce système est fonctionnel, que la porte soit ouverte ou pas. Nous entamons la troisième phase. Nous voici dans l'atelier des étudiants où ils confectionnent les différents dispositifs électroniques. C'est la troisième phase. Il s'agit d'une alarme électromécanique. Vous n'êtes pas sans savoir que les voleurs ont causé assez de problèmes dans les différentes familles. Les filous, faites attention. Il y a une solution maintenant qui est trouvée pour vous contrecarrer. Je suis en train de confectionner un dispositif électronique générateur de signaux sinusoïdal qui permet de faire clignoter les DEL à l'intérieur de nos panneaux lumineux. Ce sont des panneaux lumineux que l'on importe très souvent. On les rencontre devant les pharmacies, les studios, les cybercafés. On rencontre les termes comme ouvert, fermé, mais aussi bienvenu. Ici, nous confectionnons autres termes comme popcorn que vous voyez présentement, qui est déjà fini, et crèmerie qui est en cours.
je vais tout à l'heure brancher ce... Vous allez mettre ça sur tension? Oui, exactement. Voilà, comme vous voyez, popcorn qui est déjà fini, voici qui clignote. Et crèmerie, nous sommes... la crèmerie, popcorn est déjà fini, c'est ce panneau lumineux qui est déjà fini. Maintenant, ce panneau lumineux crèmerie est en cours. Mais malgré, nous pouvons brancher et voir là où nous en sommes. Voilà, comme vous voyez, nous avions la crèmerie qui est en cours. Ces panneaux de signalisation, nous les confectionnons ici parce que l'on a remarqué que tout ce que de crèmerie de popcorn, quel qu'en soit, nous avions remarqué que beaucoup sont importés. Les panneaux lumineux de bienvenue, d'ouvert, de fermé sont très souvent importés. Donc nous avions décidé de les confectionner dans notre institut. Au second, nous avons un autre dispositif, comme vous l'aviez dit, c'est une alarme. Cette alarme est installée sur des portes pour que quand il y a un intrus, il y a un buzzer qui sonne automatiquement. C'est électronique. Et ce buzzer est commandé par des composants. Vous verrez tout à l'heure, ça c'est une porte qu'on a conçue. Exactement. Vous verrez tout à l'heure que quand j'ouvre cette porte, voilà, il y a le buzzer qui sonne et automatiquement les gens sont alertés. Et quand je ferme, ça se coupe. Quand j'ouvre, toujours ça continue. Très bien. Donc, vous avez vu que les filous n'ont plus de chance dans les différentes familles. Dès que vous vous approchez, donc il y a une alarme qui est déclenchée. Si nous avons une alarme, ça permet de détecter, c'est un détecteur de mouvement, c'est-à-dire la présence humaine. Une fois un être humain s'y présente, ça peut déclencher. Ainsi, bon, nous avons ici un détecteur de mouvement. Une fois un être humain s'y présente, ça détecte le mouvement. Une fois vous présentez, ça détecte le mouvement et ça déclenche. C'est pour dire, ça c'est le deuxième volet. Une fois, on peut ne pas fermer du tout la porte. Une fois que vous rentrez à l'intérieur de la porte, le signal, hein, est... Oui, on peut ne pas fermer la porte, mais une fois vous présentez seulement, allez, ça signale au propriétaire qu'il y a un intrus. Alors faites l'essai pour que les téléspectateurs comprennent comment les choses se passent. Comme nous avons dit que ça permet de détecter la présence humaine, et si vous allez donc observer, une fois j'approche la main, c'est pour dire une fois qu'il y a un intrus dans la cour ou bien dans votre chambre. Oui. J'ai dit une fois il y a un intrus, c'est-à-dire une présence humaine, ça peut être n'importe qui, s'il vient peut-être dans le but de voler ou quoi que ce soit. Une fois ça détecte la chaleur humaine, allez, ça déclenche. Réessayez encore pour que les gens puissent voir. C'est bien fort. Ici, nous recyclons, nous formons et nous perfectionnons. Nous recyclons les ouvriers qui ont un certain niveau et qui travaillent, peuvent venir ici pour se recycler. Et les étudiants qui ont fini les études théoriquement et qui voudraient se perfectionner, surtout dans le domaine pratique, viennent ici. Nous formons aussi pour les diplômes, ceux qui veulent faire le BTS, le CAP, dans le domaine de l'électronique, de la chaudronnerie, de l'électricité industrielle, peuvent venir ici. Et nous sommes prêts à leur donner la pratique surtout. Nous fonctionnons à 80% de la pratique. Alors, quel appel avez-vous à lancer à l'État? Parce que depuis la création de cette école, jusqu'à présent, il n'y a pas un effectif important. Et quel appel avez-vous à lancer à l'égard des autorités éducatives, surtout l'enseignement professionnel? C'est le souci de tout le monde. En effet, beaucoup des étudiants sortent, ils n'ont pas la pratique en main. Si un étudiant, quel que soit le niveau théorique, ne peut pas appliquer pratiquement ce qu'il a fait, eh bien, il reste en chômage. Donc, nous faisons l'appel à toutes les bonnes volontés. Bien entendu, l'État, le ministère, nous sommes prêts à produire les étudiants de qualité qui seront directement opérationnels après cet institut-là. Nous exhortons les parents à envoyer
leurs enfants pour la formation professionnelle. Déjà, vous avez vu la preuve. Tous ceux qui sont passés avec la pratique ne sont pas d'ici. Ils viennent des universités privées, ils viennent de l'université publique. Donc, c'est coûteux pour un parent d'envoyer son enfant. Mais quand l'État vient, le traitement est moins. Donc, nous appelons l'État, nous appelons la bonne volonté à envoyer leurs enfants. On leur promet une bonne formation, on leur promet un bon écoulement sur le marché du travail. Chers téléspectateurs, vous venez de vous enquérir du talent et l'ingéniosité de nos étudiants guinéens. Vouloir, c'est pouvoir. Qui veut, peut. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine. Vive l'émission École guinéenne, vive la formation professionnelle.